m'appelle Thomas. Je suis très content de revenir ici après quelques années. Surtout c'est beaucoup plus facile quand on n'est plus élève, on se sent nettement plus détendu. Il y a une colle qui nous attend ou ce genre de choses. Mais voilà, donc la vie ne s'arrête pas là. Mais c'est quand même j'ai un très bon souvenir de ces 2 années de classe préparatoire. Dans une formation intellectuelle, c'est quand même un moment où il y a un déclic qui se forme, la qualité de ce qu'on apprend, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Après, quand on sort de classe préparatoire, si on a envie par exemple de faire de la physique, on s'aperçoit assez vite qu'on sait encore très peu de choses, mais c'est quand même des bases très solides pour la suite. Et voilà, donc, il y a des choses qui se sont jouées pendant ces 2 années. Alors, je vais donc vous parler aujourd'hui d'un sujet qu'on appelle les sursauts gamma. C'est à travers ce sujet, donc, qui est mon sujet de recherche principal, je vais essayer d'illustrer un peu les méthodes de l'astrophysique contemporaine. Avant d'en arriver là, très brièvement, je voudrais faire une petite introduction sur justement l'astronomie, l'astrophysique. Vous le savez sans doute, l'astronomie, c'est cette discipline qui s'intéresse aux objets, aux phénomènes qu'on observe dans le ciel. Alors, on peut mettre une limite, et donc les astronomes sont des gens extrêmement généreux. Mettre cette limite à l'atmosphère terrestre. Tout ce qui est au-delà du système solaire à l'univers dans son ensemble, c'est pour nous, et le reste, c'est pour les autres physiciens, les géophysiciens externes ou internes. Voilà. Et l'astronomie, au départ, est quand même surtout une science d'observation. C'est même une de ses caractéristiques, c'est une branche de la physique où on ne fait pas tellement d'expériences, on fait plutôt des observations. Et assez vite, on ne peut pas se contenter d'observer les choses, on cherche à les comprendre, à les interpréter. Et c'est là que le mot astrophysique entre en jeu. En fait, l'astrophysique, c'est l'astronomie où, comme cadre d'interprétation, eh bien, on utilise les lois de la physique telles qu'elles sont déterminées sur Terre, en gros, depuis 4 siècles. Et ça paraît un pari invraisemblable que de penser que ces lois vont s'appliquer à l'ensemble de l'univers à toutes les époques, mais en fait, ça marche merveilleusement bien. Et ça montre d'ailleurs l'universalité des lois de la physique. Ça montre à quel point la physique est peut-être une des plus grandes réussites de l'humanité en termes de pouvoir prédictif, par exemple. Alors, le lieu historique de l'astronomie en France, c'est l'Observatoire de Paris. Si certains d'entre vous ont l'occasion de visiter l'exposition La science à la cour du roi Soleil il y a quelques années au Château d'Versailles, ils ont peut-être vu cette toile qui montre la présentation au roi à la fois de l'Académie des sciences et des futurs astronomes de l'Observatoire de Paris. Et derrière, c'est donc un schéma de l'Observatoire de Paris. Mon laboratoire se trouve sur le campus de l'Observatoire de Paris, mais n'appartient pas à l'Observatoire de Paris. C'est un laboratoire indépendant qui, en fait, a la particularité d'être un des tout premiers laboratoires créés lorsque le CNRS a été fondé, donc sous front populaire par Jean Perrin. Et donc, l'idée, c'est qu'à l'époque, les jeunes physiciens qui sont en train d'introduire les idées nouvelles, comme la relativité, la mécanique quantique, etc., se disent qu'il va falloir les appliquer à l'astronomie, en particulier pour essayer de comprendre les étoiles. Et comme souvent en France, plutôt que de chercher à faire évoluer l'Observatoire de Paris pour qu'il s'intéresse à ces idées nouvelles, de même qu'on ne cherche pas à faire évoluer l'université, qu'on crée le CNRS, eh bien on ne cherche pas à faire évoluer l'Observatoire de Paris, on crée l'Institut d'astrophysique de Paris à côté. Alors ça c'était voilà, il y a 75 ans, et maintenant bien sûr cette concurrence n'existe plus et on fait plus ou moins la même science à l'Observatoire de Paris et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Voilà. Alors toujours avant de vous parler de sursaut gamma, juste pour un peu brosser le cadre, quelques mots sur les étoiles, parce que c'est quand même le maillon central en astronomie ou en astrophysique. Et donc, quelques mots sur la vie et la mort des étoiles. Alors, si on prend une étoile comme le Soleil, eh bien, vous le savez sans doute, le Soleil, en son cœur, atteint une température suffisante de plusieurs millions de degrés Kelvin, suffisante pour pouvoir produire de l'hélium à partir d'hydrogène par une réaction de fusion nucléaire. Donc, le bilan de cette réaction est ici. Vous avez 4 protons qui s'assemblent et qui forment un noyau d'hélium, composé de 2 protons et 2 neutrons, et ça produit de l'énergie, et ça produit 2 petites particules qu'on appelle des neutrinos électroniques. Alors, que devient l'énergie? Eh bien, elle va se thermaliser, donc elle va être distribuée dans toutes les particules présentes, et en particulier les photons. Et les photons, ensuite, vont se propager dans l'étoile,
et vont arriver à la surface et vont être émis. Et donc l'énergie qui est produite au cœur, ultimement, est rayonnée à la surface. On peut même montrer, il y a des théorèmes qu'on peut montrer en physique stellaire, que l'étoile est en régime stationnaire, que ce qui est rayonné à la surface est exactement égal à ce qui est produit au cœur. En ce qui concerne les neutrinos, par contre, eh bien, les neutrinos, ce sont des particules très bizarres, on peut dire. Elles n'interagissent avec le reste de la matière que par l'une des interactions fondamentales qu'on appelle l'interaction faible, et qui, comme son nom l'indique, eh bien, est très faible, c'est-à-dire qu'en pratique, ça interagit très peu. Alors, du point de vue de la lumière, l'étoile est opaque. Les photons mettent en fait plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années pour réussir à sortir de l'étoile, mais du point de vue des neutrinos, l'étoile est transparente. Une fois qu'ils sont produits dans le cœur, ils sortent du Soleil sans voir l'étoile. Et ça, c'est donc une caractéristique assez étonnante. Et alors, justement, ça illustre bien comment on peut se dire en astronomie, voilà, on dit des choses, mais est-ce que c'est vrai? Alors là, on peut vraiment démontrer ça. En effet, on peut calculer très précisément combien de neutrinos sont produits par seconde dans le Soleil. On connaît la distance entre le Soleil et nous, donc on peut en déduire combien de neutrinos arrivent sur Terre. Et si on fait ce calcul, eh bien, chaque seconde, dans chaque centimètre carré de votre peau, par exemple de votre main, il y a 60 milliards de neutrinos issus du Soleil qui passent. Et la difficulté, c'est ensuite de les détecter, si on veut tester ça, parce que je peux calculer, par exemple, est-ce que je suis un bon détecteur de neutrinos. Je peux calculer durant toute ma vie quelle est la probabilité qu'il y ait au moins un neutrino solaire qui interagisse avec un atome dans mon corps. La probabilité est extrêmement faible. Je suis un très mauvais détecteur de neutrinos. L'interaction est tellement faible avec la matière que, en fait, la Terre est presque transparente essentiellement pour les neutrinos. Il y en a très très peu qui vont pouvoir interagir. Donc pour pouvoir les détecter, il faut construire des expériences extrêmement difficiles avec des très grands volumes de détection. Alors un exemple, c'est par exemple l'expérience Kamiokande au Japon, qui est représentée ici, qui est en fait une grande piscine d'eau, et il y a quelques neutrinos qui de temps en temps interagissent avec un proton de l'eau, et produisent un positron, et ce positron a une vitesse qui est supérieure à la vitesse de la lumière dans l'eau. La vitesse de la lumière dans le vide, on ne peut pas la dépasser, mais la vitesse de la lumière dans l'eau, on peut aller plus vite. Et dans ce cas-là, la particule émet une lumière caractéristique qu'on appelle de la lumière Cherenkov. Et donc ce que vous voyez sur les bords de la piscine, c'est des photodétecteurs qui cherchent à détecter cette lumière Cherenkov. Grâce à ça, on peut détecter les neutrinos du Soleil. Et là, vous avez justement la démonstration que c'est bien de la fusion nucléaire qui se produit au cœur du Soleil, puisque l'image qui est ici n'est pas du tout une image dans le domaine visible, ce n'est pas de la lumière, c'est en fait une image en neutrinos. Alors on a bien sûr converti ensuite dans un code couleur qui soit adapté à l'œil humain. Et donc ce que vous voyez ici, c'est le Soleil en neutrinos. Alors là, on voit que c'est très difficile, c'est que pour produire cette image, il a fallu intégrer le signal pendant 500 jours. Donc c'est assez long, et malgré ça, la source n'est pas du tout résolue, puisque la taille angulaire de la source ici, elle est à 40 degrés, alors qu'en fait le Soleil dans le ciel, il occupe une taille angulaire qui est à peu près un demi-degré, et que comme ici on voit normalement uniquement le cœur nucléaire du Soleil, la taille angulaire devrait être encore plus petite. Donc il y a encore d'énormes progrès à faire en astronomie neutrino avant de pouvoir vraiment faire une image du Soleil. N'empêche que l'image est centrée exactement sur la direction du Soleil et prouve sans aucune ambiguïté que les neutrinos qu'on détecte viennent du Soleil. Donc il y a une confirmation de tout ce qu'on a compris sur les étoiles au cours du XXe siècle. Alors, une étoile comme le Soleil, pendant 10 milliards d'années, va brûler son hydrogène en hélium au cœur et il ne va pas se passer grand-chose. À la fin de ces 10 milliards d'années, eh bien, il n'y aura plus d'hydrogène dans le cœur va se contracter et va finir par atteindre une température suffisante pour amorcer un nouveau cycle de fusion, la fusion de l'hélium. Et puis ce cycle va durer moins longtemps parce que le taux de consommation va être nettement plus élevé, la température étant nettement plus élevée. Et une fois que l'hélium sera épuisé, de nouveau le cœur va se contracter, mais il n'atteindra jamais une température suffisante pour amorcer un nouveau cycle de fusion nucléaire. Et donc qu'est-ce qui va arriver au Soleil? Donc là on parle en gros le Soleil dans 7 milliards d'années. Eh bien, le cœur va se contracter jusqu'à devenir un objet très exotique, ce qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, c'est un objet très bizarre, parce que c'est un objet qui a la masse d'une étoile, mais dans la taille d'une planète. Donc ça donne des masses volumiques qui sont bien sûr extrêmement élevées, qui sont de l'ordre de la centaine de tonnes au centimètre cube, donc des densités qu'on ne rencontre jamais sur Terre, bien sûr. Et dans cette matière-là, eh bien, la matière se comporte de manière très différente. Dans le Soleil, on pourrait se dire, le Soleil c'est une énorme masse de gaz. Quelle est la force de pression qui permet d'équilibrer le poids? Pourquoi le Soleil ne s'effondre pas sur lui-même? Ben, ça n'a rien d'exotique.
c'est l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT, comme dans la pièce. Par contre, dans une naine blanche, ce n'est pas du tout cette pression-là qui supporte le poids de la naine blanche, une pression d'origine quantique qu'on appelle la pression de dégénérescence. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que là aussi, l'astrophysique nous offre l'occasion de tester sur des objets macroscopiques des choses qu'au laboratoire, on ne voit généralement que pour des petits ensembles de particules. Alors, ça va ne concerner que le cœur, et le reste, l'enveloppe de l'étoile va être expulsée, va former une nébuleuse planétaire comme celle-là, là, c'est une vraie observation. Donc voilà à quoi ressemblera le système solaire dans à peu près 7 milliards d'années, vu d'une autre étoile de la galaxie. Voilà. Alors ça, c'est pour les petites étoiles comme le Soleil, mais pour les grosses étoiles, les étoiles plus massives, eh bien, il se passe beaucoup plus de choses. En fait, pour les grosses étoiles, ça commence pareil, on brûle l'hydrogène, on brûle l'hélium, et puis ensuite, à chaque fois qu'on a épuisé le carburant nucléaire, eh bien, on se recontracte et on réussit à atteindre une nouvelle température qui permet encore d'amorcer un nouveau cycle de fusion. Et on fait ça plein de fois, jusqu'à ce que le cœur devienne un cœur de fer. Et le fer, dans la classification périodique des éléments, ce n'est pas n'importe quel élément, puisque c'est l'élément qui a l'énergie de liaison la plus élevée. Ça veut dire que pour faire des réactions nucléaires avec du fer, ça coûte de l'énergie. On ne peut pas produire de l'énergie avec des réactions nucléaires avec du fer. Et donc c'est le dernier stade de fusion. Il n'y a pas de nouveau stade de fusion possible. Alors à partir de là, de nouveau, le cœur il s'effondre, et il s'effondre jusqu'à ce qu'une nouvelle force de pression réussisse à arrêter le poids et de nouveau à stabiliser. Et là, l'objet est encore plus compact que dans le cas de la naine blanche, beaucoup plus extrême. L'objet produit est une étoile à neutrons. L'étoile à neutrons, c'est toujours un objet qui a une masse comparable au Soleil, ou à une étoile, mais cette fois dans la taille de Paris. Donc on atteint des masses volumiques qui se comptent cette fois en milliards de tonnes au centimètre cube, et c'est de loin les milieux les plus denses qu'on puisse imaginer dans l'univers. Et là encore, ça illustre, il n'y a que l'astrophysique qui peut offrir ces conditions-là. On ne pourra jamais au laboratoire créer ces conditions-là. Et donc si on veut tester par exemple la façon dont la matière se comporte à des densités extrêmes, eh bien on étudie les étoiles à neutrons. Alors là encore, il n'y a que le cœur qui va devenir l'étoile à neutrons. Le reste de l'étoile va rebondir sur ce cœur qui vient de se former et va exploser. Et ça forme, parmi les phénomènes les plus spectaculaires de l'astronomie, une supernova. Vous avez ici une nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse du Crabe, qui porte le numéro 1 dans le catalogue de Messier, donc c'est l'objet Messier numéro 1, et qui est en fait un reste d'étoile qui a explosé, qui a été observé en 1054 par les astronomes chinois. C'est un bel exemple de physique qui est faite à 1000 ans d'intervalle. Il y a 1000 ans, des astronomes chinois ont vu un truc bizarre dans le ciel. Ils ont cru que c'était une étoile qui apparaissait. En fait, c'était une étoile en train d'exploser et de mourir. Ils ont noté très soigneusement la position. Et 1000 ans plus tard, on pointe des grands télescopes et on trouve ça. C'est quand même assez remarquable. Et vous verrez qu'un peu plus tard, je vous montrerai une autre observation qui montre qu'il y a bien une étoile à neutrons qui s'est formée au cœur de cette explosion. Dans les cas les plus extrêmes, eh bien, ce n'est pas une étoile à neutrons qui se forme, c'est un trou noir, un objet encore plus extrême dont je dirai quelques mots plus tard. Puis pour finir cette introduction, vous allez voir que pour parler des sources gamma, comme leur nom le laisse présager, je ne vais pas tellement vous montrer des images obtenues en lumière visible, mais plutôt en rayons X ou en rayons gamma. Donc j'aurais voulu dire un mot rapide sur cet aspect de l'astronomie. Donc bon, je pense que tout le monde est familier avec le fait que la lumière se manifeste à la fois comme une onde et des particules, qu'on appelle des photons. Et la quantité qui m'intéresse, si on prend le point de vue corpusculaire, c'est l'énergie transportée par chaque photon, alors qui est donnée par cette formule. Et on peut classer les types de lumière en fonction de cette énergie transportée. Alors par exemple, notre œil est sensible au domaine visible, donc il correspond à des énergies qui sont légèrement inférieures à l'électronvolt. Et puis le domaine des rayons X et des rayons gamma qui va m'intéresser, c'est respectivement des photons qui transportent, on va dire typiquement 1000 fois plus d'énergie, donc le kilo-électronvolt, ou 1 million de fois plus, le méga-électronvolt. Alors, si on regarde le ciel en lumière visible, j'espère que vous avez tous déjà fait cette expérience intéressante, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit des étoiles. On voit des étoiles un peu dans toutes les directions, ça c'est des étoiles très proches, et puis on voit se dessiner notre galaxie, la Voie lactée. Alors ça, c'est ce que vous pourriez voir si vous aviez un œil avec un long temps de pause et que vous pouviez mettre votre œil dans un site comme par exemple le désert d'Atacama au Chili, où vous avez un ciel parfaitement pur. Et là, vous voyez parfaitement la Voie lactée se dessiner. Et puis, dans cette image, on voit donc essentiellement notre galaxie, les étoiles qui la composent, mais il y a aussi déjà des objets extragalactiques. Donc, par exemple, on peut regarder, alors,
ça, c'est pas un objet extragalactique, mais au centre galactique, on verra que se cache un objet très inhabituel. Et puis, la petite tache que vous voyez ici, si on zoome dessus, eh bien, c'est une galaxie jumelle de la nôtre, c'est la galaxie d'Andromède. Voilà. Alors, dans le ciel X et gamma, les choses sont très différentes. Déjà, au niveau des méthodes d'observation, on ne peut pas observer depuis le sol parce que l'atmosphère est opaque à ces rayonnements, et ça vaut mieux parce que ces rayonnements sont très nocifs pour la vie. Donc on est obligé d'aller dans l'espace, et donc de ce point de vue-là, c'est une discipline beaucoup plus récente que l'astronomie dans le visible. En gros, elle a commencé à la fin des années 60. Alors vous avez par exemple un exemple en bas d'un satellite européen de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle XMM Houston et qui est un observatoire en rayons X, et ici un observatoire américain qui s'appelle le Quantum Gamma Ray Observatory, qui n'existe plus mais qui a observé dans la décennie 90 dans le domaine des rayons gamma. Voilà, et alors à quoi ça sert d'observer le ciel en rayons X et rayons gamma? Eh bien, l'intérêt, c'est que ces photons sont plus énergétiques et donc traversent plus facilement la matière. Alors, vous savez qu'une application concrète sur Terre des rayons X, c'est la radiographie médicale. Vous avez un exemple ici historique. Et la différence dans le cas de l'astronomie X, c'est que quand un médecin fait une radiographie médicale, il met une plaque photographique, il met le patient, et puis il y a la source de rayons X qui traverse le patient et qui va imprimer la plaque photographique. Et puis après, le médecin peut se déplacer et aller chercher la plaque photographique. Alors ici, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe, c'est plutôt qu'il y a une source de rayons X, de la matière entre cette source et nous on est tout au bout et on reçoit la lumière, et la lumière porte une trace de tous les milieux traversés. Alors à quoi ça peut servir? Ben, si on reprend la nébuleuse du crabe qui était ici, dans le domaine visible, et bien si maintenant on regarde la nébuleuse du crabe dans le domaine des rayons X, on voit apparaître au cœur de la nébuleuse un objet que vous voyez ici en bleu, que vous voyez ici agrandi, qu'on ne voyait pas du tout en rayonnement visible, qui est en fait une région interne de la nébuleuse, qui est un plasma porté à très haute température, suffisante pour rayonner dans le domaine des rayons X, et qui est entraîné par la rotation de l'étoile à neutrons. Et donc, on ne peut pas voir directement l'étoile à neutrons, on ne pourra jamais voir un objet de 10 km de diamètre à des distances aussi grandes, mais là, on a une signature très très claire qu'effectivement, une étoile à neutrons s'est formée, puisqu'on voit l'entraînement du plasma autour d'elle. Par ailleurs, il y a une troisième signature, c'est qu'on détecte ce qu'on appelle un pulsar, et ça, on sait que c'est des étoiles à neutrons. Alors, à quoi ressemble le ciel dans le domaine des rayons gamma? Eh bien, on voit toujours la galaxie, mais la lumière diffuse qu'on voit n'est plus la somme de la lumière de toutes les étoiles. Cette fois, c'est vraiment une lumière diffuse. C'est une lumière qui est due au fait que dans la galaxie, eh bien, la galaxie baigne dans ce qu'on appelle le rayonnement cosmique, qui sont des particules très énergétiques, relativistes. Et ces particules, de temps en temps, viennent cogner contre les atomes du gaz qui constitue le milieu interstellaire, ce gaz très dilué entre les étoiles. Et en cognant, ça induit des réactions. Par exemple, vous allez avoir un proton ultra-relativiste qui va venir cogner contre un proton au repos, et ça va produire des pions qui vont ensuite décroître et donner des photons gamma. Et ce qu'on voit ici, c'est donc cette émission diffuse liée à ce processus. Donc vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec les étoiles. Alors on voit aussi quelques sources ponctuelles, et puis on voit quelques sources en dehors de la galaxie, mais vous voyez qu'elles sont assez faibles, assez difficiles à détecter. Voilà, donc ça c'était pour un peu brosser le paysage, et maintenant arrivons au sursaut gamma. Alors déjà, l'histoire de la découverte. Alors tout commence en octobre 1962, je ne sais pas si cette date immédiatement vous fait penser à quelque chose, mais je vais vous faire penser à la crise de Cuba. Kennedy, Khrouchtchev, tout le monde a très peur. Et immédiatement après, on commence à se dire que peut-être on va commencer à discuter entre les deux blocs, et commence une nouvelle période dans l'histoire de la guerre froide, c'est-à-dire de détente. Et entre autres, quelques mois après, est signé un premier traité d'interdiction partielle des essais atomiques, donc le traité de Moscou en 1963. Alors vous avez ici le préambule du traité de Moscou, le premier article. Vous voyez que le traité est signé par l'URSS, le Royaume-Uni et les États-Unis, et pas signé par la France, qui à l'époque fait des essais au Sahara. Et ce qui est très intéressant dans ce traité, déjà, c'est de voir un peu quelle est la mentalité d'une grande puissance, puisque vous voyez que dans le premier article, eh bien, les trois signataires s'engagent à faire respecter le traité dans tous les lieux qui dépendent de leur juridiction, ce qui inclut l'atmosphère et l'espace tout entier en dehors de cette atmosphère. C'est ça très intéressant. Alors, conséquence de ça, ben, c'est quand même la guerre froide, donc on ne se fait pas confiance, et donc chaque bloc développe des moyens de surveiller que l'autre respecte le traité.
Alors, ça a existé des deux côtés, mais il se trouve que du côté russe, c'est pas tellement diffusé. Du côté américain, c'est assez bien documenté, donc je vais vous présenter le côté américain. Il n'y a pas de parti pris, encore que. Mais pour détecter un essai atomique, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez détecter des ondes sonores de très basse fréquence, vous pouvez détecter des ondes sismiques dans la croûte, et puis vous pouvez détecter un flash de rayons gamma qui est vraiment caractéristique d'une explosion atomique. Et c'est bien sûr ça qui nous intéresse ici. Et donc les Américains ont lancé des satellites en orbite basse pour essayer de détecter des flashs qui auraient été la signature d'essais atomiques. Alors en pratique, l'astronomie dans le domaine gamma, un détecteur de photogamma, ça n'a rien à voir avec l'astronomie dans le domaine visible. On ne peut pas focaliser facilement. Il y a quelques techniques de focalisation des photons gamma, mais qui n'ont pas pour l'instant pu être appliquées à l'astronomie. On ne peut pas focaliser le rayonnement. Donc essentiellement, un détecteur, c'est un cristal qui vous dit « je viens d'être traversé par un photon gamma ». Si vous avez bien construit votre instrument et l'électronique autour, il vous dit éventuellement à quelle énergie était le photon qui a traversé le cristal, mais jamais il vous dit si le photon est du haut, du bas, à droite, à gauche. Donc c'est assez difficile de localiser les sources. Or, si on veut vérifier le respect d'un traité, si on détecte une explosion, on voudrait savoir d'où elle vient. Donc le seul moyen de localiser, c'est d'envoyer plusieurs satellites et de comparer les temps d'arrivée sur les différents satellites et de faire ensuite ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire revenir à la bonne vieille trigonométrie en fait. Et c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont lancé 3 paires de satellites là, dans les années 60, on n'avait pas peur. Et l'histoire ne dit pas s'ils ont détecté des essais. Vraisemblablement oui, des essais français, des essais chinois au minimum. Mais ce que l'histoire dit, c'est qu'ils ont fait une découverte astronomique. Alors ils ont détecté un phénomène, voilà le tout premier, qui est celui dont je vais vous parler. Alors qu'est-ce qu'on est représenté ici? Eh bien c'est l'intensité du signal en fonction du temps, seconde. Alors première caractéristique, vous verrez, dans les sources gamma, on rencontre des échelles de temps qui ne sont pas du tout les échelles habituelles de l'astronomie. Je vous ai dit tout à l'heure, la vie du Soleil, 10 milliards d'années. Bon, là, la durée du phénomène, c'est moins de 10 secondes. Ça, déjà, c'est pas tout à fait normal. Et puis, vous voyez que même avec cette génération primitive de détecteurs gamma, le signal est extrêmement fort. Vous voyez à peu près où est le niveau de bruit. Le signal, il est beaucoup plus intense que le niveau de bruit. Donc, il y a une détection très forte. Donc, on a affaire à un phénomène très intense, au moins en apparence. Alors, ça, c'est une découverte en 1967, qui est donc faite par la partie militaire de Los Alamos. Et ça en reste là. Assez vite, avec le principe de triangulation, ils voient que ça ne vient pas du sol. Donc, ce n'est pas des essais atomiques. En plus, la signature spectrale ne correspond pas. La légende, mais je pense que ce n'est qu'une légende, dit que pendant une brève durée, ils ont envisagé que ça puisse être des essais en haute atmosphère. Mais en fait, ils ont commencé à en détecter pas mal, et alors un essai en haute atmosphère, d'accord, mais quand on commence à en avoir une soixantaine, ça commence à faire un budget, quoi. Donc non. Alors, après, vraisemblablement, comme eux, ce qui les intéressait, c'était le programme militaire, ils ont mis ça sur une étagère, et puis au bout de 5 ans, il y a quand même quelqu'un qui s'est dit, il faudrait peut-être qu'on prévienne les astronomes. Donc, en 1973, 5 ans après, premier article scientifique sur la découverte, donc en anglais, on appelle ça des gamma revers, en français, des sources gamma. Et dans le résumé de l'article, ici, vous avez les propriétés essentielles. C'est un signal dans le domaine gamma, typiquement entre 100 keV et le MeV. On peut éliminer que ça vienne de la Terre, du Soleil et en fait aussi de la Lune, quand on lit l'article. C'est des durées brèves et c'est très intense. Alors voilà, ça y est, la découverte est faite. Maintenant, les scientifiques s'emparent du sujet. Alors la première chose qu'on fait en astronomie, c'est qu'on commence par observer pour essayer de caractériser le phénomène. Alors à quoi ça ressemble un sursaut gamma vu par un satellite scientifique? Donc vous reconnaissez ici la carte du ciel dans le domaine gamma avec l'émission diffuse de la galaxie. Et le sursaut gamma, c'est le point qui apparaît dans le ciel ici. Alors vous voyez très bien qu'il est très intense. Vous avez à côté l'intensité au cours du temps. Vous voyez très bien que le phénomène est très intense parce que vous remarquez peut-être qu'au maximum, il sature l'instrument. L'instrument devient entièrement blanc. C'est saturé. Donc ça veut dire que quelque part, au moment du maximum, ce phénomène est plus brillant que tout le reste de l'univers. Ici, on a l'intégralité du ciel. Donc là, on comprend qu'on commence à avoir affaire à un phénomène un peu inhabituel. Alors, en fait, à la suite de la découverte et de l'annonce en 1973, eh bien, il y a eu plein de générations de satellites qui se sont succédés et qui ont observé le plus en détail possible les sources gamma. Alors, je ne parle pas des satellites dans les années 70 et 80. Ensuite, dans les années 90, il y a eu en particulier Betsy à bord de, ce qui était une expérience à bord de l'observatoire Compton que je vais vous montrer. Un satellite qui s'appelle Devosax qui a joué un rôle clé, vous le verrez. Et puis dans les années 2000, un certain nombre de satellites. Les deux derniers, Swift et Fermi, sont toujours en activité, Intégral aussi d'ailleurs, les 3 derniers. Je signale que Kitty 2, c'était un satellite en partie français.
et qui a une participation française aussi importante dans l'intégrale et pas négligeable dans Fermi. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà, il y a un point dans le ciel qui devient tout d'un coup très brillant, qu'on appelle sursaut gamma. Il faut aller vite, hein, parce que ça dure peu de temps, on a vu quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Et donc, le minimum, c'est d'enregistrer l'intensité du signal au cours du temps. Ça donne ce qu'on appelle une courbe de lumière dans le jargon. Après, on peut aussi regarder, est-ce que ça émet pareil à toutes les énergies? Donc, on va regarder si on se place à 1 kV, à 10 kV, à 100 kV, à 1 MeV. Alors ça, Fermi fait ça très bien, parce que pour la première fois, il est sensible à une gamme très très large de rayons gamma. Et donc là, par exemple, vous avez le même sursaut gamma, vu depuis, on va dire, les rayons gamma de basse énergie jusqu'aux rayons gamma de haute énergie. Alors vous voyez que c'est difficile à détecter et que les photons de haute énergie, on n'en a pas beaucoup, hein, là, quand vous voyez l'évolution de la courbe de lumière. Mais quelque part, on verra, ça nous donne une information sur la physique qui est en jeu. Alors après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On peut regarder quel est le rythme auquel apparaissent ces phénomènes. En gros, vu de la Terre, c'est 1 par jour, c'est facile à retenir. Et puis on peut regarder leur durée. Alors si on trace le nombre de sursauts observés en fonction de leur durée, si on échelle logarithmique, on s'aperçoit que certes c'est des phénomènes courts, mais qu'ils n'ont pas tous du tout la même durée. Il y en a certains qui ont des durées de l'ordre de quelques millisecondes, et d'autres ont plutôt des durées de l'ordre de quelques centaines de secondes. Alors c'est pas forcément la même chose à expliquer. Et puis vous voyez que la distribution, eh bien, c'est ce qu'on appelle une distribution bimodale. Vraiment, elle montre clairement deux groupes. Donc par la suite, je parlerai des sursauts courts, c'est le premier groupe, et des sursauts longs, c'est le deuxième groupe. Pour donner un ordre de grandeur, un sursaut court, ça dure 1/10 de seconde, un sursaut long, ça dure 10 secondes. Après, on peut regarder justement, est-ce que quand on trace l'intensité au cours du temps, c'est toujours la même chose? La réponse est non, pas du tout. Ça, c'est 4 exemples, c'est 4 sursauts gamma. Vous voyez que la courbe de lumière ne se ressemble pas du tout. Mais ce qui est caractéristique, à part peut-être dans le premier exemple, c'est qu'on a affaire à un phénomène extrêmement variable. C'est-à-dire que quand on regarde les sursauts gamma, on s'aperçoit que déjà il est court, par exemple 10 secondes, mais qu'à l'intérieur, ça varie sur des échelles de temps plutôt de quelques millisecondes. Assez inhabituel en astronomie. Après, les astrophysiciens, ils aiment bien aussi classer les photons en fonction de leur énergie. C'est ce qu'on appelle un spectre. Vous avez ici un exemple de spectre de sursaut gamma. Donc vous avez le nombre de photons à l'énergie E en fonction de E. Et puis en bas, on a redressé par E au carré, parce qu'on peut montrer que dans ce cas-là, l'endroit du maximum, ça nous dit à quelle énergie des photons est rayonné l'essentiel de l'énergie. Il y a deux énergies dans l'histoire, hein. Il y a le total de l'énergie rayonnée, et il y a l'énergie transportée par chaque photon. Alors, quand on voit ce spectre, on sait tout de suite que la vie va être compliquée, parce que ce n'est pas ce qu'on appelle un spectre de corps noir. Un spectre de corps noir, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça, et c'est un spectre public émis par un milieu qui est à l'équilibre thermique, et ça a l'avantage d'être une fonction à un seul paramètre, la température. Donc les astronomes, quand ils observent un spectre de corps noir, ils sont contents, parce qu'ils peuvent tout de suite mesurer une quantité, la température du milieu émetteur. Ici, ce qu'on a, ce n'est pas du tout un spectre de corps noir, et donc, par contre, ça nous dit tout de suite, même si on n'identifie pas le processus de rayonnement, ça nous dit tout de suite qu'on est face à ce qu'on appelle un accélérateur cosmique, c'est-à-dire une source qui est capable de prendre une partie des particules et de les sortir de l'équilibre thermique en les mettant à une énergie plus élevée que ce qu'elles devraient normalement avoir. C'est exactement ce qu'on fait aussi dans un accélérateur de particules. On donne plus d'énergie aux particules que ce qu'elles auraient normalement. Et bien là, c'est ce qui se passe, et après, identifier le détail du processus radiatif, c'est difficile. À haute énergie, il y a plein de processus qui peuvent donner ce genre de spectre, des choses qu'on appelle le rayonnement synchrotron, le rayonnement de freinage, de diffusion Compton, il y a beaucoup de possibilités. Alors face à un nouveau phénomène de ce type-là, la première question qu'on se pose en astronomie, avant tout autre, c'est à quelle distance ça se produit. Et bien évidemment, tant qu'on ne connaît pas la distance, on n'a aucune chance de pouvoir y comprendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout simplement, suivant la distance, on ne va pas avoir à expliquer la même chose. Ici, j'ai mis pour 3 hypothèses différentes sur la distance. Première hypothèse, le sursaut gamma a lieu dans le système solaire. Deuxième hypothèse, il a lieu dans la galaxie. Troisième hypothèse, il a lieu dans une galaxie lointaine. Eh bien, pour chaque fois, j'ai calculé quelle devrait être la puissance intrinsèque pour expliquer l'intensité vue sur Terre. Et naturellement, plus je mets la source loin, plus ça donne des puissances intrinsèques extrêmement élevées. Alors pour vous montrer, 10 puissance 20 watts, ça paraît beaucoup à l'échelle de l'humanité, mais pour un astrophysicien, c'est même pas un pourboire. 10 puissance 34 watts, là, ça commence à être conséquent, hein, puisque c'est 10 millions de fois la puissance du Soleil, donc là c'est beaucoup plus brillant qu'une étoile. Et alors 10 puissance 44 watts, il n'y a pas grand-chose dans l'univers qui peut
produire ça, c'est, vous voyez, beaucoup plus brillant qu'une galaxie, par exemple. 10 millions de fois plus brillant qu'une galaxie. Alors voilà, donc vous voyez que si on doit expliquer une source à 10 puissance 20 watts ou une source à 10 puissance 44 watts, ce n'est pas la même physique qu'on va évoquer, et donc tant qu'on n'a pas la distance, on ne peut pas faire de physique. Alors il faut identifier la distance, et ça c'est un problème de localisation. Or, je vous ai expliqué que localiser les photons gamma, c'est difficile. Alors comment on peut faire? Eh bien voilà les techniques qu'on a utilisées historiquement. Alors première méthode, c'était celle utilisée dans les années 90 sur l'observatoire Compton. On met, au lieu d'avoir un seul détecteur, on en met plein. En pratique, il y en avait à tous les angles de parallélépipède que constituait le satellite. Et ils ne sont donc pas tous orientés de la même façon. Donc quand il y a une source qui arrive dans une certaine direction, il y en a par exemple un qui est bien orienté et puis un autre qui est mal orienté. Alors pour ceux à qui ça parle, il y a un cos θ entre les deux. Et donc en faisant le rapport de l'intensité du signal détecté par celui-là et l'intensité du signal détecté par celui-là, eh bien, on peut avoir une idée de la direction. C'est ça qu'on faisait. Et en pratique, ça marche bien, simplement, c'est pas très précis. On obtient des localisations à quelques degrés. Alors, quelques degrés, ça ne fait pas rêver en astronomie, c'est beaucoup plus grand que la taille du Soleil. Il y a des milliards de galaxies, d'étoiles, de tout ce que vous voulez dans quelques degrés dans le ciel. Donc pour dire le sursaut gamma, il vient de là ou de là, on ne peut pas. Après, deuxième possibilité, on peut faire de la triangulation, comme je disais, c'est-à-dire on peut comparer les temps d'arrivée entre deux satellites assez éloignés. Alors, le problème, c'est que la lumière va très vite, et donc, si on fait ça sur un seul satellite, par exemple, si on compare les temps d'arrivée entre deux détecteurs sur le satellite, même si le satellite est gros, 10 mètres, ça commence à être pas mal pour un satellite, eh bien, ça fait 33 nanosecondes, et 33 nanosecondes, c'est assez difficile à mesurer. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir, par exemple, un satellite en orbite autour de la Terre, et un autre qui est, plutôt qu'un satellite, une sonde dans le système solaire, assez loin. Si on commence à avoir des distances de l'ordre de l'unité astronomique, peut-être que vous savez que la lumière met à peu près 8 minutes pour nous parvenir du Soleil, donc là ça devient des délais tout à fait chronométrables. Donc voilà, on fait ça, et donc à partir du délai, on peut remonter. Ainsi par exemple, les photons arrivent exactement en même temps, ça veut dire que la source est au zénith pour les deux détecteurs, et puis plus elle est inclinée, plus elle va arriver en premier ici, et puis un peu plus tard là, parce que la lumière aura mis un certain temps pour faire ce trajet. Voilà, alors ça c'est beaucoup plus précis que la méthode précédente. On peut obtenir des précisions de l'ordre de meilleur que la minute d'arc. Je vous rappelle qu'il y a 60 minutes d'arc dans un degré. Mais le problème, c'est qu'il faut récolter les données de plusieurs satellites. Il faut vérifier que les horloges sont bien synchronisées. Tout ça prend du temps. Et typiquement, cette technique, jusqu'au début des années 2000, il y avait à peu près 15 jours de délai avant d'avoir la position. Une fois qu'on avait la position précise, eh bien, on allait voir avec des télescopes s'il y avait une source à découvrir dans cette région-là, et on ne trouvait rien. Et on sait aujourd'hui que c'était juste qu'on n'allait pas assez vite. Il y avait quelque chose à trouver. Alors la méthode moderne pour localiser les photons gamma est une méthode assez subtile. On décide de sacrifier une partie de l'intensité pour pouvoir localiser. Donc on a toujours ce qu'on appelle un plan détecteur qui est constitué de cristaux sensibles aux photons gamma. Et au lieu de mettre juste ce plan détecteur face au ciel, on pose devant ce qu'on appelle un masque. Et ce masque est composé de pavés opaques et de pavés transparents. Alors au sens des photons gamma, donc il faut du tungstène, du plomb, des choses comme ça. Plutôt du tungstène parce que le plomb dans l'espace, ça déchire en masse. Et vous avez ici un exemple d'un vrai masque codé pour justement le satellite Swift. Vous voyez, chaque petit pavé ici est opaque au rayon gamma. Et donc l'idée, c'est que le plan détecteur, maintenant, il ne voit pas directement le ciel, il voit l'ombre du masque éclairée par le ciel. Et vous savez bien que suivant la position de l'ombre, on peut savoir où est le soleil. Là, ici, suivant la position de l'ombre, on peut savoir où est la source. Alors ça, c'est très facile s'il n'y a qu'une seule source dans le ciel. Je vous laisse imaginer les mathématiques qu'il y a derrière quand il y a plusieurs sources dans le ciel. Il y a des mathématiques appliquées assez intéressantes pour calculer les motifs de masse qui vont permettre une reconstruction la moins ambiguë possible quand, à partir d'une seule ombre, il faut identifier combien on a de sources et où elles sont. On sait très bien faire ça. Alors voilà, avec ça, on arrive à avoir rapidement une localisation à mieux que la minute d'arc, et donc on a gagné sur les deux tableaux. Donc si je résume, voilà un peu l'histoire des progrès au niveau de la localisation, et j'ai donné un peu des ordres de grandeur, des distances que ça représente. Par exemple, si la source est dans la galaxie, par exemple, donc dans la galaxie, le rayon de la galaxie c'est à peu près 10 km/s, eh bien si vous localisez à 1 degré, ça veut dire que les détails que vous voyez sont de l'ordre de 100 parsecs. Alors 100 parsecs, ça ne vous parle peut-être pas, mais 1 parsec, c'est typiquement la distance entre deux étoiles.
Donc dans 100 parsecs, vous avez plein d'étoiles. Donc vous allez avoir du mal à localiser et savoir est-ce que par hasard il y en a une qui aurait produit sur ce gamin. Donc voilà. Alors c'est un peu ça l'idée, il faut réussir à gagner de plus en plus en précision pour pouvoir dire d'où vient le source-gamin. Alors il y a quand même une autre façon de donner une idée de la distance, c'est de regarder la façon dont l'ensemble des sources gamma, cette fois on fait de la statistique, on prend tous les sources gamma et on regarde comment ils se distribuent dans le ciel. Alors ici on est dans un système de coordonnées où la galaxie occupe l'équateur et le centre de la galaxie est au centre de l'image. Donc là on a quand même une information parce que vous voyez qu'on constate que, en première approximation, les sources sont, on va dire, isotropes. Il n'y a pas de direction privilégiée dans le ciel. Ce qui rend l'observation des sources gamma difficile, on ne sait pas dans quelle direction ils vont arriver et on ne sait pas quand ils vont arriver. Alors, on peut comparer à la distribution d'objets connus. Par exemple, si on observe les nébuleuses planétaires, dont je vous ai parlé, qui sont le reste d'étoiles comme le Soleil, qui sont donc typiquement une population galactique dans notre galaxie, eh bien, si on trace la même carte, on voit très bien se dessiner le disque de la Voie lactée. Là, on a une signature claire, on a affaire à une population galactique. On peut faire le même exercice pour un autre type d'objet qu'on appelle les amas globulaires. Vous avez une représentation ici. Ce sont des petits groupes d'étoiles âgées et qui sont un vieil héritage de la formation de la galaxie. Et ces groupes d'étoiles ne sont pas dans le disque de la galaxie, mais dans un halo sphérique qui englobe l'ensemble de la galaxie. Donc là, vous voyez qu'on ne voit plus le disque se dessiner. On voit un peu des amas globulaires dans toutes les directions, mais on voit quand même une accumulation d'amas dans la direction du centre. Et ça, en fait, c'est comme ça que dans les années 20, pour la première fois, on a pu déterminer la position du Soleil dans la galaxie. Donc le Soleil est en banlieue, à 8 km/s du centre. Et essentiellement, c'est parce que si vous étiez au centre et que vous regardiez des objets distribués dans un halo sphérique autour de vous, vous en verriez autant dans toutes les directions. Mais plus vous vous écartez du centre, plus vous envoyez une accumulation dans la direction du centre. C'est pareil si vous êtes dans une forêt, si vous êtes au centre,